Bonjour. Aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est un petit questionnaire sur les actions de groupe. Bon, en plus, c'est un questionnaire qui permet d'aller visiter d'autres régions, comme, bon, par exemple, la combinatoire avec le groupe SN, l'arithmétique avec Z sur NZ, l'algèbre linéaire avec GLN, l'algèbre, bon, voilà, les formes quadratiques avec ON. Donc, les actions de groupe constituent un élément qui n'est pas difficile en soi, vous allez voir, mais extrêmement transverse. Et pour les révisions, c'est une bonne chose. Pour l'agrégation, pour l'année de l'agrégation, il me semble que les actions de groupe constituent un point de vue très utile pour les révisions. Alors, donc, le but du jeu, hein, c'est on a des actions, et puis bah, faut décrire le maximum de choses sur l'action, de choses intéressantes sur l'action qui est présentée. Donc chaque page sera une action. Donc quoi? Bon, orbite, décrire les orbites, les stabilisateurs d'un élément dans l'orbite, quel est le noyau de l'action, voilà, des choses comme ça. Alors, on commence, on va dire, par l'action des actions, quoi. C'est Sn sur l'ensemble des éléments de 1 à n. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Donc, l'action, c'est ce qu'on appelle l'action naturelle, c'est-à-dire on a un élément G de Sn, I de 1 à n, et bah, on va faire simplement G de I, hein, voilà. L'action est transitive, fidèle. Alors transitive, évidemment, hein, on prend deux éléments de 1 à n, et on peut toujours trouver une permutation qui envoie l'un sur l'autre, donc ça c'est transitivité. Fidèle, bah, ça veut dire que si on a un élément G tel que G de I égale I, quel que soit I, bah oui, évidemment, G c'est l'identité. Donc vous voyez qu'en général, ces choses-là ne sont pas difficiles, c'est juste du vocabulaire qu'il faut avoir. Une fois qu'on a le vocabulaire et qu'on sait le traduire dans les termes de l'action qui nous est donnée, les choses ne sont pas très difficiles. Le stabilisateur de n, bah, finalement, si on stabilise l'élément n, donc je prends un élément, puisque c'est transitif, je peux prendre n'importe quel élément, le groupe sera le même à conjugaison près, hein, ça c'est important, et donc je vais prendre n, et donc le stabilisateur de n, bah, il suffit de permuter. S'il stabilise n, c'est qu'il permute, même peut-être trivialement, hein, mais il est stable, en tout cas, les éléments de 1 à n-1. Et sa restriction à l'ensemble de 1 à n-1 bah, va devenir justement une permutation. Et donc on peut identifier le stabilisateur de n avec le groupe des permutations de cet ensemble-là, qui est Sn-1. Alors, vous remarquerez qu'on a bien une bijection entre Sn quotienté par Sn-1, donc c'est l'ensemble des classes. Attention, Sn-1 n'est pas un sous-groupe distingué, donc le quotient n'est pas un groupe, hein, mais c'est un ensemble de classes, Sn euh, quotienté par Sn-1, et c'est en bijection avec, puisque c'est transitif, avec le stabilisateur de n, c'est Sn-1, ben voilà, ça nous fait cette jolie bijection. Et vous reconnaissez, si on prend les cardinaux, c'est factoriel n sur factoriel n-1 est égal à n. Et même, on peut montrer, grâce à ça, que le cardinal de Sn, c'est factoriel n par récurrence. L'action de Sn sur l'ensemble des parties a m éléments de 1 à n. Alors, allons-y. Donc, on prend m éléments, comme ça, on en fait une partie, et on fait agir G dessus, ce qui fait bien une partie à m éléments, ça c'est important, parce que les G de IK sont tous distincts, donc ça forme bien une partie à m éléments. Si G n'était pas injective, euh, on n'aurait pas cette action, en quelque sorte. Donc l'action est transitive et fidèle. Bon, alors oui, en effet, hein, on peut toujours envoyer une partie à m éléments vers une autre partie à m éléments par une permutation.
Ça, c'est assez clair. Et pour montrer la fidélité, bah, il suffit de dire que, par exemple, on fixe I, et on regarde toutes les parties à m éléments qui contiennent I, on prend l'intersection, et ça fait juste I. Donc si on fixe toutes les parties à m éléments qui contiennent I, alors forcément on fixe I. Et maintenant, comme on a pris I quelconque, ben, on fixe I pour tout I, donc G c'est l'identité. Alors si on veut le stabilisateur d'une forme normale, donc on va prendre 1 jusqu'à M, hein, pourquoi s'embêter. On regarde le stabilisateur de cet élément. Ben, finalement, il faut stabiliser. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on stabilise tous les éléments de 1 à M, ça veut dire qu'on stabilise globalement la partie. Donc on permute des éléments de 1 à M, mais après c'est pas tout, parce que c'est pas parce qu'on a permuté des éléments de 1 à M que ça va nous donner l'élément de Sn. Il faut aussi permuter le complémentaire. D'accord ? Donc il faut donner une permutation de l'ensemble de 1 à M éléments, et ensuite une autre permutation de l'ensemble à n-m éléments restants. Donc finalement, on peut dire que c'est isomorphe en tant qu'ensemble. Ah, isomorphe en tant qu'ensemble, ça se dit pas bien, mais c'est en bijection, en tout cas, avec les couples de Sm croix Sn-m, voilà, donc le stabilisateur. Hein. Mais cet ensemble-là, il est muni, pour le produit direct, d'une structure de groupe, et le stabilisateur, c'est facile de voir qu'il est isomorphe à ce groupe-là. Donc maintenant, regardez, quand on prend Sn, on quotiente par le stabilisateur d'un élément, ben, on obtient l'orbite de ceci, c'est-à-dire toutes les parties à m éléments de 1 à n. Voilà. Donc on a une bijection, et on retrouve les nombres binomiaux. Vous retrouvez que le cardinal, ici à droite, c'est factoriel n sur factoriel m fois factoriel n-m. L'action de Sn sur l'ensemble des drapeaux complets de 1n. C'est-à-dire, alors les drapeaux complets, ça va être, on regarde les parties ici qui s'emboîtent, et on appelle IK une de ces parties, donc c'est des n-uplets de parties qui s'emboîtent, donc ça c'est déjà des drapeaux en quelque sorte, et IK, hein, et de cardinal K. Qu'est-ce qui se passe ? On a une action naturelle, encore une fois, hein, comme ceci. L'action est simplement transitive. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si... Bon, d'abord, c'est transitif, c'est-à-dire que, I1, il va y avoir qu'un seul élément, on peut l'envoyer sur un I'1 en envoyant l'élément vers l'autre élément. Ensuite, on a I2, c'est deux éléments qui doivent aller vers I'2. Mais le premier élément, il doit aller vers le premier élément de I'2. Donc le deuxième élément, il doit automatiquement aller vers le deuxième élément de I', etc. Et en fait, on va avoir n éléments qui vont être envoyés vers n éléments. Et ça, c'est toujours possible dans Sn. Donc c'est transitif. Et si on regarde le stabilisateur d'un n-uplet, là, il fallait que je mette n, c'est pas m, c'est n, pardon. Donc si je regarde le stabilisateur d'un n-uplet, eh bien c'est tout simplement l'identité. Parce qu'il faut stabiliser le premier élément, il faut stabiliser l'élément qui arrive dans I2, il faut, etc., etc. Et à la fin, on stabilise tous les éléments, ce qui fait que l'action est simple. Alors simple, ça implique fidèle, mais attention, c'est pas équivalent à fidèle. Hein. Simple, ça veut dire que juste fixer un seul élément, c'est être l'identité. Alors que fidèle, c'est quand on fixe tous les éléments qu'on est l'identité. Voilà, donc c'est simplement transitif. Et donc quand on a une action simplement transitive, ça veut dire que le stabilisateur c'est E, et donc ça veut dire qu'on a une bijection. Là, quand c'est simplement et transitif, alors ça veut dire qu'on a une bijection. D'accord ? Donc
Sn est en bijection avec l'ensemble des drapeaux complets de 1 à n. Parce que Sn quotienté par l'identité, donc Sn finalement, est en bijection avec l'orbite, et comme c'est transitif, bah, c'est tous les drapeaux complets. Voilà. Donc des drapeaux complets, bah, il y en a factoriel n forcément. Alors, action de Sn sur l'ensemble des muplets, ici, de parties 2 à 2 disjointes, avec la réunion de toutes ces parties, c'est de 1 à n. Alors les parties, elles sont non vides. Donc ça ressemble à des partitions de l'ensemble de 1 à n, mais c'est ordonné, donc c'est des muplets, alors que des partitions, c'est plutôt vu comme des ensembles, hein. C'est non ordonné. Avec, et en plus ici, on a une contrainte, c'est qu'on a fixé une partition lambda k de n, donc les lambda k sont des entiers naturels non nuls, tels que la somme des lambda k est égale à n. Et donc le cardinal de ik doit être égal à lambda k. Voilà. Alors bien sûr, toujours pareil, on a l'action naturelle. On a toujours une action, sauf quand même, faut quand même vérifier qu'on a bien une action, c'est-à-dire dire quand même que si ik est de cardinal lambda k, bah, g de ik est aussi de cardinal lambda k. Et ça vient du fait que g est injective. Et si les i sont 2 à 2 disjointes, et ben les g de i sont aussi 2 à 2 disjoints. C'est toujours l'injectivité de G. Voilà. Donc, et puis si la réunion, alors voilà aussi pareil, la réunion des GIK, ça fait bien un N, ça c'est plutôt la surjectivité de G. Vous voyez, il y a quand même des choses à dire. Souvent dans les actions, on vérifie les axiomes A1 et A2, les axiomes, les deux axiomes finalement de l'action, mais il faut vérifier aussi surtout que c'est bien défini. Bon, l'action est transitive. Alors l'action est transitive, ben oui, quand on prend deux parties, deux muplets de parties, on peut renvoyer l'un sur l'autre, parce que, bah, voilà quoi, à chaque fois qu'on a IK, bah, on peut se débrouiller pour l'envoyer sur IK', puisqu'il a le même cardinal. Voilà. Et maintenant, bah, on considère un élément de forme normale. Ici, on va prendre finalement, bah oui, pour le premier, on va prendre de 1 à lambda 1. Pour le second, pour I2, on va prendre de lambda 1 plus 1 jusqu'à lambda 1 plus lambda 2, etc. etc. Et comme ça, c'est vraiment la partition naturelle donnée par les lambda k des éléments de 1 à n. Et on va regarder son stabilisateur. Eh bien, on se convainc que pour stabiliser toutes ces parties, faut une permutation Sn qui stabilise chaque ik0, et ça va être comme groupe isomorphe au produit des permutations de lambda k éléments, puisque là-dedans il y a lambda k éléments. Donc le cardinal, c'est factoriel n sur le produit des factoriels lambda k. Et donc le nombre de telles parties, ça va être ce qu'on appelle le nombre multinomial. Vous pouvez regarder par exemple cette action, on la retrouve dans le collier de perles version Ketran que vous pouvez trouver en vidéo, faite par Patrick Sam. Là, on passe aux actions cycliques. Voilà. Alors, on a Z sur PZ qui va agir sur X puissance P, où X c'est un ensemble. Donc ça, c'est le produit cartésien, P fois de X. Donc c'est l'ensemble des PUplets d'éléments de X. Et on a une action cyclique, c'est ça son boulot, au groupe cyclique, c'est d'agir cycliquement. Alors là, j'ai pris P premier parce que c'est plus intéressant quand P est premier, mais on peut faire cette action pour P non premier.
Donc c'est quoi l'action? Ben, un élément, la classe de K dans Z sur PZ ben, va agir cycliquement. Donc il faut voir les indices comme modulo P, donc ça tourne cycliquement là, et on vérifie que c'est bien une action. Alors, c'est là où c'est intéressant d'avoir P premier, c'est que les sous-groupes de Z sur PZ, par le théorème de Lagrange, bah, ils peuvent être de cardinal soit P, soit 1. Donc si c'est 1, ça veut dire que bah, le stabilisateur est trivial, et si c'est P, ça veut dire que le stabilisateur c'est tout. Donc on a deux stabilisateurs. Et si le stabilisateur d'un élément c'est Z sur PZ, ça veut dire qu'il est stable, d'accord? On prend K égale 1, ben, il va être stable déjà par 1. 1, c'est le générateur. Donc s'il est stable par 1, ben, il est stable par tout le monde, parce que c'est le générateur. Donc ça veut dire que x2, x3 jusqu'à xp, x1, ben, c'est égal à ça. Ça n'a pas bougé. Et donc on va avoir x1 égale x2, x2 égale x3, etc. Ça veut dire qu'on a une égalité à tous les étages. Et donc, il y a deux types d'orbites. Il y a les orbites singleton, où tous les éléments sont égaux, et il y a les orbites non singleton, qui ont pour stabilisateur le groupe trivial. Voilà. Alors maintenant, on s'occupe des actions de GLN de K. Alors d'abord, GLN de K, il agit sur l'espace Kn. Bon, ça, de la même manière que Sn, agit sur l'ensemble de 1 à n. C'est sur sa carte d'identité, c'est la base, quoi. Hein, voilà. C'est ce pourquoi il a été construit. Alors il agit, attention, linéairement. Il y a une petite finesse par rapport à Sn qui agit brutalement. Hein. Alors donc l'action, c'est tout simple, c'est l'action naturelle. Et là, il y a deux orbites. Il se trouve que le linéaire privilégie le vecteur nul. C'est pas comme l'affine. L'affine, l'action sur du groupe affine sur l'espace affine, il n'y a qu'une seule orbite. Hein. Mais là, il y a deux orbites. C'est le vecteur nul, qui lui est toujours envoyé sur le vecteur nul, donc c'est une orbite singleton, et le complémentaire, donc les vecteurs non nuls, qui peuvent être envoyés l'un sur l'autre, c'est-à-dire que quand on a deux vecteurs non nuls, on peut toujours avoir un élément du groupe linéaire qui envoie l'un sur l'autre. Maintenant, dans ce complémentaire-là, parmi les vecteurs non nuls, on va en choisir un qu'on aime bien, c'est le vecteur E1 de la base canonique. Dans Kn, on va prendre E1, voilà, et on va regarder son stabilisateur. Donc je vous ai dit, à partir du moment où on est dans une orbite, et le complémentaire est une orbite, eh bien, vous prenez n'importe quel élément, celui que vous préférez, et vous regardez son stabilisateur, et tous les autres, ce seront des conjugués. Donc le stabilisateur sera isomorphe, il n'y aura pas de grande surprise. Et le stabilisateur, oui, on a 1, donc c'est des matrices, ici, de GLN de K, on a 1 et 0 là, puisqu'il stabilise 1, et là c'est quartier libre. Sauf que, attention, c'est quartier libre, mais ce bloc diagonal doit être inversible, parce qu'on est quand même dans un groupe. Hein. Donc ici, comme la matrice, globalement, elle doit être inversible, eh bien, on voit bien que C doit être inversible aussi. Voilà. Donc on a trouvé le stabilisateur. Une petite remarque, si K est fini, et c'est toujours intéressant de faire du dénombrement, hein, de faire de la combinatoire algébrique, eh bien, si K est fini, et on va noter Gn, le cardinal de GLN de K, alors, du coup, ça nous donne une formule de récurrence, parce qu'on va avoir, d'accord, GLN de K, qui est de cardinal Gn, quotienté par ce stabilisateur, qui est en bijection, attention, on ne dit pas isomorphe, c'est une bijection, avec Kn moins 0. Donc on a Gn, donc ça c'est Gln de K, donc si on prend les cardinaux, ça, Q puissance n moins 1, ça vient de ce x là, du dénombrement de ces x là, Gn moins 1, ça vient du dénombrement des matrices C, et Q puissance n moins 1, eh bien c'est Kn, c'est le cardinal de Kn auquel on a enlevé
le vecteur nul. Voilà. Donc ça nous fait, avec G1 égale Q-1, une jolie formule de récurrence qui nous permet de calculer Gn. Action de Gln de K sur l'ensemble des bases de Kn, oui, on prend une base F1 jusqu'à Fn, et en fait, on agit sur la base par Gf1, G de Fn. Et comme G est inversible, linéaire inversible, ça reste une base. Il faut vérifier que c'est bien défini. L'action est bien définie. C'est une action simplement transitive. Oui, c'est le théorème fondamental de l'algèbre linéaire qui nous dit que quand on a deux bases, il existe un unique élément qui envoie la première base sur l'autre, et il est inversible. Donc ça veut dire que comme l'action est simplement transitive, par cette unicité et cette transitivité, ça veut dire, comme tout à l'heure avec les drapeaux, ça veut dire que Gln de K est en bijection avec l'ensemble des bases de Kn. Mais c'est une bijection non canonique. C'est-à-dire qu'elle dépend, d'accord, quand on veut une bijection entre Gln et l'ensemble des bases, ça dépend d'une base fixée. Action de Gln de K sur l'ensemble des parties libres à m éléments de Kn. Mais canonique ou pas, ce qui se passe, c'est que on a une bijection, c'est-à-dire que le nombre de bases est égal au cardinal de Gln de K. L'action de Gln de K sur l'ensemble des parties libres à m éléments de Kn, pareil, même action. Là, ici, quand on a une partie libre à m éléments, on va avoir une partie libre à m éléments parce que G est injective. L'action est transitive. Alors, c'est le théorème de la base incomplète et le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Bon. Alors, regardez comment on fait. Alors ça, c'est un grand classique. On veut envoyer une partie libre à m éléments Fi vers une partie libre à m éléments F'I. Ces deux parties, on les prolonge, on les complète en des bases. On va avoir une base F et F'. On envoie ensuite, on a un élément qui envoie F, la base F, sur la base F', et donc, en particulier, elle envoie la partie libre jusqu'à M vers la partie libre F'I pour I de 1 à M. Donc on a bien la transitivité. Vous voyez, base incomplète et Tefal. Et le stabilisateur, donc on va prendre une partie libre, on va prendre une partie libre, la partie libre canonique, les éléments E1 jusqu'à EM, qui forment une partie libre à M éléments de K puissance N, donc ça c'est la base canonique, dont on a pris que les M premiers éléments, et donc le stabilisateur, c'est les matrices sous cette forme, d'accord, voilà, ce qui nous permet de calculer facilement le nombre de parties libres à M éléments, quand on est sur un corps fini. Donc le nombre de parties libres à M éléments, c'est le cardinal du groupe, divisé, puisque l'action est transitive, par le stabilisateur. Là, les x, on les compte là, donc ça c'est des matrices. Donc il y a m puissance n-m coefficient de la matrice que l'on peut choisir parmi Q éléments. Alors Q, c'est le cardinal de K. Et C, on va mettre G indice n-m. Donc on a cette jolie formule. Action de Gln de K sur les droites vectorielles de Kn. C'est K puissance n, évidemment. Donc c'est l'action directe. G, D. On a G, un élément de Gln de K. D, une droite. Ça fait G de D. L'action est transitive. D'accord ? Vous prenez deux droites, D et D'. Vous prenez un vecteur directeur de D, V, et un vecteur directeur V' de D'. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait envoyer V sur V', et donc par linéarité, ça envoie D sur D'. Donc l'action est transitive, car l'action sur les vecteurs non nuls est transitive. Maintenant, le noyau de l'action, alors là c'est intéressant, le noyau de l'action,
Là, cette fois-ci, l'action n'est pas fidèle. Hein, donc, on a une action non fidèle. Le noyau de l'action, c'est le sous-groupe distingué des homothéties. Alors, effectivement, vous prenez une homothétie, ça veut dire lambda identité, bah, ça envoie évidemment D sur D, pour tout D. Donc, bah, évidemment, c'est dans le noyau. Donc le sous-groupe des homothéties est dans le noyau. Maintenant, réciproquement, alors c'est dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, proposition 446, on va le voir tout de suite. Alors regardez, il faut montrer que si G laisse fixe toute droite, d'accord, c'est ça le noyau de l'action, donc G est une homothétie. Alors ce qu'on a, c'est que pour tout couple de vecteurs, on a G de V qui est proportionnel à V. D'accord? Puisque la droite engendrée par V, elle est invariante. Mais si vous voulez, quand on va prendre un vecteur V et un autre vecteur non nul, hein, évidemment, hein, W, je vais avoir une constante de proportionnalité qui, a priori, est différente. On va montrer qu'a posteriori, c'est égal. Alors déjà, si V et W sont collinéaires, bah, le fait qu'ils soient non nuls, ça va impliquer que lambda égale mu. Ça, c'est facile, hein, d'accord, puisque W est égal à K fois V, quand on va écrire W égale K fois V, ah, ici c'est un W, oh, il y a une typo, là ici il faut mettre W, donc on tombe donc facilement sur mu KV est égal à lambda KV. Et en disant que V est non nul et K est non nul, ça fait lambda égale mu. Donc on a gagné quand V et W sont collinaires. S'ils ne sont pas collinaires, alors regardez, on va partir de G de V plus W. Bah, on sait par hypothèse que c'est égal à nu fois V plus W. D'accord? Parce que G stabilise la droite engendrée par V plus W. Mais nu fois V plus W, c'est nu V plus nu W. Et puis d'autre part, là maintenant je vais à gauche, ça c'est par linéarité, c'est ça. Et là, d'après les formules qu'on avait ici, c'est ça. D'accord? On oublie la typo, et ça nous fait ça. Donc maintenant, comme ils sont libres, bah, ça fait lambda égale nu, et mu égale nu. Ce qui fait que bah, lambda égale mu. Voilà. On a bien montré que le noyau, c'était le sous-groupe finalement distingué, puisque c'est un noyau, des homothéties. Alors maintenant, si D c'est la droite portée par E1, on va prendre, donc, puisque c'est transitif, on va prendre une droite particulière, la droite D est portée par E1, bah, son stabilisateur, c'est cet ensemble-là. Donc ici, on n'a plus besoin de mettre un 1 ici, donc on peut mettre n'importe quel élément, mais évidemment non nul. Et là, ça veut dire que hein, E1 est envoyé sur A fois E1. Voilà. Et ici, ben, on a X, ici on a C, voilà, et C doit être forcément inversible, hein, de la même manière que A doit être non nul. Ça nous donne d'ailleurs une jolie formule. Donc quand on va prendre la transitivité, on va l'introduire en disant que GLN de K quotienté par le stabilisateur, c'est en bijection avec l'ensemble des droites. Et bien l'ensemble des droites, ça va être de cardinal ceci, quand on est sur un corps fini. Quand on fait le calcul, ben on va tomber sur ça. Voilà. Et ça, c'est le nombre de droites. C'est un petit peu normal, parce que c'est Qn-1 sur Q-1. C'est la formule de la série géométrique. Et c'est normal parce que des vecteurs, finalement, des vecteurs directeurs de droite, il y en a Q puissance n moins 1, parce qu'il faut enlever le vecteur nul, et il faut diviser pour une droite, il faut regarder combien elle a de vecteurs directeurs, ben, elle en a Q moins 1, et donc c'est normal que la formule sur laquelle on tombe, c'est
la série géométrique, parce que c'est q puissance n moins 1 sur q moins 1. Action de GLN de K sur la grassmannienne des sous-espaces vectoriels de dimension m de Kn. Donc là, maintenant, c'est plus des droites, c'est des espaces vectoriels de dimension, des sous-espaces de dimension m. Donc vous voyez bien que c'est très analogue avec ce qu'on faisait tout à l'heure sur l'action du groupe Sn, où on agissait d'abord sur des éléments et ensuite sur des parties à m éléments. Donc l'action, c'est encore l'action directe. L'action est transitive, encore une fois, base incomplète plus Théphale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut envoyer un sous-espace F vers un sous-espace F'. On prend une base de ce sous-espace F, une base de ce sous-espace F'. On les complète en une base de E, toutes les deux, et on va avoir une base petit f et petit f' de E. On a un G qui va envoyer la première base vers l'autre base par le Théphale. Donc vous voyez qu'on a fait base incomplète plus Théphale. Et évidemment, ça va envoyer, G va envoyer F sur F'. Alors le noyau de l'action, c'est le sous-groupe distingué encore des homothéties. Pourquoi? C'est simple. Parce que si on fixe, supposons qu'on fixe tous les sous-espaces vectoriels de dimension m, alors on fixe toutes les droites. Pourquoi? Parce qu'une droite peut toujours être vue comme intersection de sous-espaces vectoriels de dimension m. Oui, on regarde l'ensemble des sous-espaces vectoriels de dimension m qui la contiennent. Il est non vide. Et l'intersection, on vérifie que c'est exactement cette droite. Donc, en gros, si on stabilise tous les sous-espaces vectoriels de dimension m, on stabilise forcément toutes les droites, et donc on a vu que c'était les homothéties. Donc c'est un petit peu plus difficile, pour essayer de le faire. Le lemme clé, c'est de démontrer qu'une droite est intersection de sous-espaces de dimension m. Donc maintenant, si F est le sous-espace engendré par les m premiers éléments de la base canonique, et voilà le stabilisateur. Ce qui va faire que le cardinal, donc on peut calculer combien il y a de sous-espaces quand K est fini, de cardinal Q, combien il y a de sous-espaces de dimension m dans Kn, eh bien, puisque l'action est transitive, c'est une seule orbite, donc on a Gn, le groupe, quotienté par le stabilisateur. Là, on a petit g indice m, donc là c'était Gn, et là c'est Gm, Gn-m, et là Q puissance mn-n. Voilà. Et on l'appelle le nombre binomial quantique, on le note comme ceci. L'action de GLN de K sur l'ensemble des drapeaux complets de Kn, alors maintenant, c'est comme pour les parties, on fait exactement pareil, tout ce qu'on avait fait sur Sn. Donc on a des sous-espaces qui s'emboîtent de dimension i, ici, donc c'est les drapeaux. Les drapeaux, ça veut dire l'emboîtement, et complet, ça veut dire que on a toutes les dimensions qui sont représentées. Donc action naturelle, évidemment, il faut vérifier que c'est bien défini, que l'emboîtement, donc G préserve l'emboîtement, et G préserve la dimension. Et G préserve la dimension parce que c'est bijectif. L'action, on montre que c'est transitif. Et quand on va fixer toujours pareil avec comment dire, une espèce de Théphale à répétition, un théorème de base incomplète à répétition qu'on fait à chaque fois. On fait un théorème de base incomplète à chaque fois qu'on passe de EI à EI plus 1, et on va obtenir, si vous voulez, une base de E qui va être compatible avec le drapeau. C'est-à-dire que les K premiers éléments de la base, pour tout K, engendrent FK. Et ensuite, il suffit d'appliquer le Théphale pour dire qu'il existe un G qui envoie la base compatible de F vers la base compatible de F'.
Donc on va avoir une action transitive, et on fixe un drapeau, et on vérifie que stabiliser, donc on regarde le drapeau canonique, donc la première droite, elle est engendrée par E1, le plan ensuite il est engendré par E1, E2, voilà, le sous-espace F3 ça va être engendré par E1, E2, E3, etc. Et donc il faut stabiliser la droite engendrée par E1, d'accord, stabiliser le plan engendré par E1, E2, etc. Et on veut stabiliser tout ça, et c'est exactement les matrices triangulaires supérieures. Alors bien sûr, on a des éléments non nuls sur la diagonale, parce qu'il faut être dans GLN de K, mais le reste, c'est quartier libre. Donc ici, ça veut dire que le cardinal des drapeaux, de l'ensemble des drapeaux complets, ça va être Gn, parce que l'action est transitive. Donc là, on va avoir les n éléments diagonaux non nuls, q-1 puissance n, donc j'enlève 1 parce qu'il ne faut pas prendre 0. Et ensuite, je vais avoir tout le triangle strictement au-dessus de la diagonale. Il y a n-1 sur 2 éléments, et je choisis Q à chaque fois. Et quand on fait le calcul, on tombe sur un espèce de factoriel quantique. Vous voyez, ça ressemble à un factoriel. Si Q égale 1, vous voyez qu'ici vous avez n, facteur de n-1 jusqu'à 2. Alors maintenant, une action sur un espace de matrice. Donc c'est sur les matrices rectangulaires, voilà, de taille Mn. Et on a GLM de K, croix GLN de K, donc il faut bien comprendre ça comme un groupe, donc la multiplication elle se fait terme à terme, et qui agit sur les matrices rectangulaires. Voilà. Alors comment ça agit, etc. Voilà. Donc l'action c'est celle-ci, ça s'appelle l'action de Steinitz. Alors on peut se demander pourquoi on multiplie par P à gauche et par Q moins 1 à droite. Alors c'est important ce moins 1 pour que ce soit vraiment une action. Sinon, bon, c'est pas une action. Alors si on peut se passer du fait que c'est une action, c'est pas grave. Mais si on met pas le moins 1, là c'est pas une action. Alors regardez, vous avez, bon, alors évidemment, l'axiome 1, il est toujours valable. Si vous mettez l'identité, qui est l'élément neutre ici, eh bien, vous aurez ici A, donc ça va agir trivialement. Mais maintenant, pour l'axiome 2, on a PQ, et on prend P'Q'.A, il faut montrer à la fin que c'est PQ fois une espèce de pseudo-associativité, si vous voulez. Donc allons-y. Là, ici, ça va être P'A Q'-1, et là, on va avoir P, ceci, Q-1. Alors maintenant, on utilise à l'envie l'associativité, on va avoir P, P', et là, on va avoir Q'-1, Q-1. Mais Q'-1, Q-1, c'est QQ'-1. Voilà. Bon, alors du coup, on voit que c'est exactement l'action de Pp', sur A, d'après ça. Et ça, c'est la définition de la multiplication là-dedans, terme à terme, comme je vous disais. Voilà. Donc là, pour une fois, on vérifie l'axiome. Pour les autres, je ne l'ai pas fait, parce que c'était un peu trivial. C'était, on va dire, tautologique. Action de Steinitz, et les orbites sont paramétrées par le rang. Parce que deux matrices sont dans la même orbite, si et seulement si elles sont équivalentes. Attention, pas confondre avec semblables. Donc si et seulement si elles sont équivalentes, et on sait, théorème, elles sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Ce qui fait que, comme une matrice comme ceci, elle a au maximum, on va dire, imaginons que M soit plus petit que N, on va supposer que c'est M qui est plus petit que N, donc au maximum son rang, donc il va se balader entre 0 et M. Et donc combien il y a d'orbites? M plus 1. Et si c'est N le plus petit, c'est N plus 1. Alors pour le stabilisateur, c'est un peu compliqué, il faut prendre une matrice de forme normale. Alors on peut regarder un petit peu ce stabilisateur. Voilà, alors d'abord, les orbites sont paramétrées par le rang, et dans chaque orbite, donc il y a cette matrice qui est une matrice de forme normale, qui est comme ça. Alors elle a M ligne, N colonnes, et là on a I indice R, donc là ici on a une matrice carrée de taille R, qui est l'identité. Donc on va regarder le stabilisateur de cette matrice, puisqu'elle est représentative de chaque orbite.
Et donc on va regarder quand est-ce que cette matrice est stabilisée, d'accord, par PQ. Il faut chercher P et Q tel qu'on a ça. Et bon, alors bien sûr, on passe Q de l'autre côté, ça c'est important. On écrit P sous cette forme et Q sous cette forme. Et puis on fait des calculs et on tombe sur une forme pour P et Q. Ça nous donne une idée du stabilisateur, hein. Alors bien sûr, comme P est sous cette forme-là, il faut que A et D soient inversibles, parce que P est inversible. Et ici, il faut que A et D' soient inversibles. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que A est égal à A'. Voilà le stabilisateur, hein. On revient. Alors, action de GLN de K par conjugaison, maintenant sur les matrices diagonalisables. Alors, bien sûr, vous avez la formule de conjugaison, mais on conjugue, donc on vérifie évidemment les axiomes A1 et A2, hein, comme tout à l'heure, mais c'est pas que par conjugaison sur les matrices, c'est sur les matrices diagonalisables. Donc il faut vérifier que c'est bien défini, c'est-à-dire que quand on conjugue une matrice diagonalisable, bah, elle reste PA, P-1, bah, reste diagonalisable. Donc si A est diagonalisable, ça veut dire qu'elle est semblable à une matrice diagonale, donc PA, P-1 est aussi semblable à une matrice diagonalisable, donc elle est diagonalisable aussi. Donc ça passe bien, d'accord, c'est bien défini. Deux matrices sont conjuguées si et seulement si elles ont même polynôme caractéristique. Bah oui, deux matrices diagonalisables, d'accord, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas de deux matrices diagonalisables, elles sont conjuguées, bah oui, elles sont semblables, si et seulement si elles ont même polynôme caractéristique. Ce qui revient à dire qu'elles ont même valeur propre, avec multiplicité, modulo, permutation. Alors ça, c'est clair, hein, parce que la matrice diagonale en question, qui va être, qui va être semblable, ça va être à ordre près la diagonale des valeurs propres avec multiplicité. Donc c'est complètement donné par le polynôme caractéristique. Ce qui veut dire que on va avoir autant d'orbites qu'il y a de polynômes caractéristiques possibles, donc des polynômes de degré n, unitaires et scindés. Voilà. Alors après le stabilisateur, donc évidemment, l'élément de forme normale, on va regrouper des lambda i distincts. Donc là, les lambda i sont distincts. On prend la diagonale, d'accord, la matrice diagonale avec ses lambda i. Et il faut regarder le stabilisateur de ça. Alors le stabilisateur, ça veut dire que c'est l'ensemble des m tels que m, d, m-1 égale d. Alors, j'affirme que c'est l'ensemble de ces éléments-là. Alors évidemment, les m, i sont tous inversibles. La preuve, vous la trouverez dans le carnet de voyage en algébrie, quand on compte le nombre de matrices diagonalisables, ça c'est important. Et bon, je vous donne Bon, alors évidemment, une matrice comme ça, elle commute avec D, d'accord, par le calcul par bloc. Et réciproquement, donc vous voyez bien, si M, D, M-1 égale D, ça veut dire que M, D égale DM. Et quand on va faire le calcul par bloc, à la place des zéros, on imagine qu'il y a des MIJ, d'accord, pour J, I et J de 1 à M, petit m. Alors, quand on va écrire ça, là, la multiplication à droite par D, ça revient à multiplier par les lambda J, et la multiplication à gauche, left ligne, hein, ça revient à multiplier par les lambda I. Donc on a ça, et comme lambda I, on les a pris tous distincts, les lambda I ici, eh bien ça implique que MIJ égale 0. Donc on a bien cette forme-là, on n'a que les diagonales qui survivent. Donc dès que I est différent de J, ça s'annule, donc on retombe bien là-dessus. Action de GLN de K sur les matrices symétriques réelles définies positives. Alors là, cette fois-ci, c'est quelle action? C'est l'action par congruence, évidemment. Il n'y a pas d'action de GLN, en tout cas, de ON, oui, hein, par conjugaison, mais pas de GLN. Donc quand on prend une matrice symétrique positive, ça veut dire qu'on lui a associé une forme quadratique dans une base, a priori la base canonique, qui est définie positive. Quand on va écrire PSP transposé, eh bien on va avoir encore une matrice qui est définie
On a juste changé de base, mais la forme quadratique est la même, donc elle est toujours définie positive. Et puis c'est bien une action, ça vérifie les bons axiomes, parce que, toujours pareil, quand on fait PQ transposé, ça fait Q transposé fois P transposé. Exactement comme pour l'inversion, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est une action transitive. Alors pourquoi? Parce que quand on a une matrice symétrique réelle définie positive, on peut faire un changement de base, ça correspond à une forme quadratique définie positive, et donc on a une base orthonormée. Une base orthonormée, ça veut dire que dans cette base, la nouvelle matrice, c'est l'identité. Et donc toutes les matrices symétriques réelles définies positives sont congruentes finalement à l'identité, puisque on obtient la matrice identité dans une autre base. Et donc, finalement, donc c'est Gram-Schmidt, hein, et donc finalement elles sont congruentes entre elles, puisqu'elles sont congruentes à une matrice commune, qui est l'identité. On peut le dire aussi par le Sylvester, hein, si on veut, parce que c'est la signature d'une matrice symétrique réelle définie positive, c'est N0. Ok, stabilisateur de IN, donc du coup, il y a un élément de forme normale dans l'orbite, c'est l'identité, et donc on veut savoir quels sont les P dans GLN de K, tels que P transposé est égal à IN. Ou si vous voulez, le stabilisateur de IN, c'est P transposé égale IN. Mais le IN, ici, il a disparu. Donc ça, c'est exactement les matrices orthogonales. Le groupe ON. Alors évidemment, le groupe ON, c'est un groupe sympathique parce que ON, il pourrait agir ici, d'accord? Il pourrait agir sur ces matrices, ce serait une sous-action, d'accord? Au lieu de prendre l'action de GL, c'est l'action de O. Et là, dans ce cas-là, ce serait à la fois une action par congruence et par conjugaison, parce que P transposé, c'est P-1. Donc ça fait que GLN de R quotienté par le stabilisateur, c'est exactement l'ensemble des matrices symétriques définies positives. C'est presque le théorème de décomposition polaire, si on pense que le théorème de décomposition polaire, il dit que GLN de R est en bijection avec ON croix SN++. Mais c'est pas ça. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est pas équivalent. Mais voilà, ça donne une idée de la décomposition polaire. Action de GLN sur les matrices symétriques réelles. Alors là, c'est beaucoup plus général. Les orbites sont en bijection avec l'ensemble des matrices de Sylvester. Donc ça, voilà, ce théorème de Sylvester, c'est que une matrice symétrique réelle est forcément congruente. Donc alors c'est toujours la même, d'accord, on n'a pas précisé, mais c'est toujours la même action de congruence. Mais les orbites, elles sont en bijection, c'est-à-dire que toute matrice symétrique réelle est congrue à une matrice de ce type-là, et une seule matrice de ce type. Voilà. Donc, il y a autant d'orbites que de matrices de ce type-là. Donc, alors ça veut dire qu'il faut mettre des 1, un certain nombre de 1, un certain nombre de moins 1, un certain nombre de 0. Et en fait, on va compter qu'il y en a n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. De matrices comme ça. Donc finalement, ça veut dire qu'il y a autant d'orbites. Pour n égale 1, par exemple, vous allez avoir 3 orbites. 3 orbites, oui, pour n égale 1, vous allez avoir 1, 0 et moins 1. Vous avez 3 orbites. Celle de la matrice 1, celle de la matrice 0 et celle de la matrice moins 1. Le stabilisateur, alors je ne mets pas de 0 ici, je vais regarder juste parmi celles-là les matrices de Sylvester qui sont non dégénérées. Et le stabilisateur, je vais mettre P ici et Q moins 1 là. C'est par définition, c'est juste une définition, c'est le groupe OPQ. Alors si vous voulez en savoir plus sur le groupe OPQ, je vous conseille de regarder le chapitre 6, 5 et 6 de Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Action de ON de R sur l'ensemble des bases orthonormées de Rn. Oui, alors ON de R, c'est une action simplement transitive par le théorème fondamental de la géométrie euclidienne. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez
Bon, ON de R, c'est les éléments qui préservent le produit scalaire. Donc ça va changer une base orthonormée en une base qui elle-même est orthonormée, donc on a bien une action. Et maintenant, si on a deux bases orthonormées, il est toujours possible d'envoyer l'une sur l'autre par un élément de GLN de R. Mais comme il envoie une base orthonormée sur une base orthonormée, il est dans ON de R. Et il est unique par le T-fab. Voilà. C'était un peu le théorème fondamental de la géométrie euclidienne. Action de ON de R sur l'ensemble des familles orthonormées. Donc on prend les familles orthonormées à M éléments. Oui, je n'ai pas précisé, mais c'était à M éléments, le nombre d'éléments est fixé. Donc l'action est transitive par, alors toujours pareil, théorème de la base orthonormée incomplète et le théorème fondamental. C'est-à-dire que on a une famille, on prend deux familles de même taille, hein. J'ai oublié de préciser de même taille, mais c'est clair. On prend deux familles de même taille et on va envoyer un élément de ON de R et on va envoyer une famille sur l'autre par un élément de ON de R. Bon. Pour ça, la première famille, on la prolonge, d'accord, en une famille orthonormée. Alors pourquoi c'est possible? Parce que je peux prendre l'orthogonale du sous-espace engendré par la première famille, d'accord, et je prends une base orthonormée de cette orthogonale. Quand je concatène les deux, ça me fait une base orthonormée. Voilà. Donc c'est une espèce de base orthonormée incomplète. Donc toute famille orthonormée peut être complétée par une base orthonormée. Et après, on applique, on fait ça pour les deux familles, puis on applique le théorème fondamental, et on a un élément de ON de R qui envoie la première famille sur la seconde. L'action de ON de R sur la sphère unité. Bah oui, c'est une action transitive. D'abord, la sphère unité, c'est les éléments, d'accord, normés. Donc, c'est les vecteurs normés. Donc, finalement, on peut voir ça comme une famille à un élément, une famille orthonormée à un élément. Donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, l'action est transitive. On peut toujours envoyer un élément de norme 1 vers un autre élément de norme 1. Alors, maintenant, on va prendre un élément de forme normale, et ça va être E1. Voilà, le premier vecteur de la base canonique de Rn, et on va regarder le stabilisateur. Alors j'affirme que c'est ça, parce que, en fait, bon, comme il stabilise E1, il y a 1, 0. Là, on a 0, pourquoi? Parce qu'on sait que, comme ici, on est dans ON, eh bien, si un élément stabilise une droite, alors, si un élément de ON stabilise une droite, alors il stabilise aussi son orthogonale. Donc l'orthogonale est stable, c'est pour ça qu'on a un 0 là. Ça, c'est un petit exercice facile et qu'il faut absolument savoir faire. Ici, vous avez C dans ON-1 de K. Pourquoi? Bah oui, parce que comme C stabilise l'hyperplan ici, il stabilise l'hyperplan, l'hyperplan est muni de la structure euclidienne, C respecte aussi la structure euclidienne, puisque qui peut le plus peut le moins. Il respectait déjà la structure euclidienne de l'espace tout entier, donc il la respecte aussi sur l'hyperplan qui est de dimension n-1. Et donc ça, ce groupe-là, vous pouvez l'identifier à ON-1. Et donc ça nous fait que ON quotienté par ON-1 est en bijection avec la sphère unité de Rn. Alors là, attention, la sphère unité de Rn, on la note Sn-1 parce qu'elle est de dimension n-1. Par exemple, le cercle, on le note S1 alors qu'il est dans le plan. L'action de SO2 de R sur l'ensemble des couples de vecteurs de norme 1 du plan. Ok. Alors je prends deux vecteurs de norme 1 du plan, donc il faut les imaginer sur le cercle. Eh bien, SO2 de R, c'est des rotations. Je peux envoyer deux vecteurs vers deux vecteurs s'ils ont le même angle. Hein.
même angle orienté. Et si on remplace SO2 par O2, c'est-à-dire on s'autorise à prendre des symétries, alors je peux faire commuter les deux vecteurs par la symétrie par rapport à la bissectrice des deux vecteurs. Et donc l'invariant, ça va être l'angle non orienté. C'est-à-dire on pourra envoyer V1, V2 sur V2, V1. Et donc l'angle, on regarde juste la valeur absolue de l'angle. L'action de E+, sur l'espace affine. Alors, E, c'est l'espace vectoriel associé à l'espace affine. Alors, regardez, c'est U, c'est l'élément de E qui agit sur le point A par A plus U. A plus U, c'est l'unique point B tel que vecteur AB égale U. C'est une action simplement transitive, c'est-à-dire que si U stabilise A, ça veut dire que U, c'est le vecteur AA, donc c'est le vecteur nul. Et transitif. Si vous avez A et B, deux points, vous avez toujours un vecteur U qui envoie A sur B. C'est le vecteur AB. Donc c'est bien simplement transitif. Entre parenthèses, vous avez bien que l'axiome 2 vous dit que A plus U, le tout plus V, c'est égal à A plus U plus V. Et ça, vous pouvez vérifier que c'est la relation de Schall. Alors le groupe affine agit sur les repères affines. Toujours pareil. Quand on va prendre un repère, voilà, A0, A1, AN, et qu'on prend G, un élément du groupe affine, on va trouver ici encore un repère. Bon, encore une fois, l'action est simplement transitive. C'est-à-dire que on prend deux repères, il va exister un unique élément du groupe affine qui va envoyer le premier repère sur le second repère. L'action du groupe affine du plan sur les coniques, on a une conique, on a un élément du groupe affine, et on regarde l'image directe. Et bien ici, on a encore une conique. Ça vient du fait qu'une conique, c'est une équation, c'est l'ensemble des solutions d'une équation de degré 2, homogène de degré 2. Et comme G, c'est une application de degré 1, ça reste de degré 2. Attention, G n'est pas homogène parce que c'est affine. Il y a des termes de degré 0 et des termes de degré 1. Donc pour les coniques non dégénérées, si on doit regarder les orbites, on va avoir trois orbites de coniques non dégénérées, c'est hyperbole, ellipse, parabole. Et action du groupe des isométries du plan euclidien sur les coniques. Maintenant, c'est plus le groupe affine, c'est le groupe des isométries, donc c'est plus fin, c'est un sous-groupe, donc on va avoir une classification plus fine. Voilà, donc c'est un raffinement de la classification précédente. Par exemple, les ellipses vont se regrouper, mais selon leurs petits axes et leurs grands axes. Par exemple, deux ellipses vont être dans la même orbite si elles ont même petit axe et grand axe. Voilà, je vous laisse regarder ça dans des bons livres, et on va s'arrêter là.